On voulait juste faire un petit mot avant de débuter la première table ronde. Euh, donc déjà, bonjour à toutes et tous et merci d'être présents aujourd'hui. On est très fiers et heureuses d'être ici, d'avoir pu mettre en place cet événement qui, on l'espère, plaira à tout le monde et apportera un nouveau regard, une nouvelle question sur la thématique de la santé mentale et des différents sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, on tient à remercier évidemment nos collègues qui nous ont aidés et surtout les étudiantes également et les personnes qui ont accepté de participer aux tables rondes, ainsi que donc la médiathèque et du coup euh, qui a accepté de nous accueillir. La santé mentale, c'est un concept que nous connaissons tous de nom. C'est un sujet qui nous concerne tous et toutes. Pourtant, il va être difficile à définir avec précision. Ce n'est ni une compétence que l'on acquiert à l'école, ni un talent inné. Et pourtant, gérer notre propre santé mentale, tout comme celle des autres, fait partie intégrante de notre quotidien. C'est le poids du stress après une journée éprouvante. C'est notre enfant qui se plaint de maux de ventre à l'approche d'un contrôle. C'est un ou une collègue qui se dit épuisé par la charge de travail. Parfois, ça prend des proportions plus préoccupantes. Des insomnies, un sentiment persistant de tristesse, ou encore un ami qui se met à boire davantage depuis une séparation. La santé mentale, c'est aussi une forme de handicap, quand répondre aux attentes de la société devient un défi, nécessitant un soutien extérieur. Alors merci à vous et à toutes les personnes que vous soutenez dans votre quotidien, qu'elles fassent partie de votre entourage ou que vous croisez simplement dans la rue. C'est en partageant au collectif nos savoirs et nos expériences que nous pourrons briser les tabous et nous donner les moyens de prendre soin des uns des autres. Et du coup, pour nos tables rondes, on a décidé de regrouper des personnes donc concernées, des professionnels de santé et des proches pour parler de thématiques parfois un peu touchy, mais avec des arguments de personnes spécialisées et concernées. L'objectif, c'est pas de donner une réponse précise, mais plutôt de croiser les regards et d'essayer de développer sa curiosité et de mieux comprendre et d'obtenir parfois des outils pour vous accompagner, vous ou vos proches. Et donc, l'objectif, c'est de parler de sujets dont on ne parle pas ou pas assez aujourd'hui. Donc, on va commencer avec la première table ronde sur la périnatalité et les jeunes enfants. Bien, donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette table ronde sur la thématique périnatalité, pardon, mais également on va parler de parentalité et jeunes enfants. Alors tout d'abord, on va faire connaissance avec nos trois intervenantes du jour, hein, Madame Christelle Réunion, sage-femme, Madame Claudia Desmarly, psychologue, et Madame Adèle Alexandre, qui est ici intervenante en tant que parent. Est-ce que vous pourriez chacune vous présenter à l'auditoire, parler un petit peu de votre quotidien, de votre mission? Je vais commencer. Donc, je suis Hélène Marquis, psychologue. Moi, je travaille en pédopsychiatrie, donc je suis deux centres médico-psychologiques pour enfants et adolescents. Donc, mon quotidien, c'est vraiment l'accompagnement des jeunes enfants, des adolescents, et aussi de leurs parents. Lorsqu'ils rencontrent des problématiques et qu'ils ont besoin d'un soutien psychologique, résoudre les difficultés. Alexandre, donc, je travaille en tant que psychologue, mais aujourd'hui, si je suis présente, c'est parler de mon expérience en tant que maman d'une fille de 2 ans. Moi, je suis Mignon, je suis sage-femme. Actuellement, depuis 4 ans, je travaille à l'université pour le suivi gynéco des étudiantes, mais j'ai accompagné plusieurs parents pendant 30 ans. Euh, Aussi bien en stade d'accouchement que en libéral, c'est-à-dire avant et après l'accouchement. Merci Madame en tout cas de nous rejoindre aujourd'hui pour discuter de cette thématique de la parentalité qui est très importante. Pendant 45 minutes, nos intervenantes vont échanger et vont discuter de grandes questions autour de ces thématiques. Et on garde 15 minutes à la fin de ces échanges afin que vous, public, puissiez rebondir sur des éléments qui vous ont peut-être interrogé ou si vous voulez des précisions vis-à-vis de l'une, de l'autre, ou même de l'interprète de nos intervenantes aujourd'hui. Très bien. Ok, alors on commence. Alors tout d'abord, peut-être quelques éléments de définition. La parentalité, pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque, mesdames?
La parentalité, pour moi, on peut définir 3 aspects qui sont associés à ce terme-là. Le premier, c'est le statut, en fait, qu'on acquiert quand on devient parent, qui est associé aux responsabilités que l'on prend dans une société donnée quand on accueille un enfant dans les notions quotidiennes. Donc, c'est tout ce qui va être les droits et les devoirs qui vont être attachés aux fonctions parentales. Le deuxième aspect, c'est l'aspect de voilà, toutes les actions, les fonctions qu'on va prendre dans nos responsabilités de parents et donc tous les soins qu'on va apporter à l'enfant, l'éducation qu'on va lui proposer, l'aide dans son développement qu'on va lui apporter. Et puis, il y a un aspect aussi émotionnel, relationnel, qu'on peut apparenter à la relation parent-enfant. Donc, c'est tout le vécu, en fait, parental, tous les ressentis qu'on peut avoir dans les expériences émotionnelles, relationnelles qu'on aura avec son enfant. Des éléments pour rebondir, on parle de nurturing, caring, on parle aussi de rôle social. Ça vous évoque quelque chose en tant que parent ou en tant que sage-femme? La question de rôle, parce que effectivement, on parle voilà, aujourd'hui de santé mentale en ministère. On a vraiment aussi cette question de transition entre finalement la vie avant, pendant, après la grossesse et les questionnements. Voilà, je sais que pour moi, c'était pas évident d'appréhender ce rôle parce que voilà, on se projette dans quelque chose de totalement inconnu, avec cette crainte aussi de se perdre un peu soi-même dans le rôle qu'on a l'habitude d'avoir, de plus être la même personne en tant que fille, en tant qu'amie, en tant que collègue, en tant que sœur, voilà, de plus être aussi présente, de plus être présente de la même manière, ou même de changer totalement, comme on a connu aussi des personnes autour de nous que la parentalité a changé, forcément. Voilà, donc le fait de pouvoir en parler parfois avec ses proches, ça permet un peu de se projeter plus facilement et une certaine adaptation. J'ai trouvé, en tout cas moi dans mon expérience, de leur part, pour faire face aussi à ces nouvelles responsabilités. Dire en soi finalement que les représentations sociales ou la pression sociale peuvent avoir un impact sur la santé mentale des jeunes parents, et ce, avant même que l'enfant vienne au monde. Oui, bien sûr. Lorsqu'un couple devient parent, avant même l'annonce, avant la grossesse, ils se regardent un petit peu l'un l'autre, et quand la grossesse arrive, il y a la responsabilité déjà qui tombe sur les épaules, au lieu de se regarder l'un l'autre, on regarde un petit peu vers l'avenir, ça peut complètement changer l'équilibre du couple. Et c'est important d'en parler beaucoup, de rencontrer éventuellement des professionnels dès le début de la grossesse pour justement aborder ce sujet. Et il ne faut absolument pas avoir peur de poser toutes les questions qui peuvent être inhérentes à ce passage aux futurs parents, que ce soit par rapport à la sexualité, que ce soit par rapport au quotidien. Tu parlais du fait que on change un peu de statut. C'est vrai qu'on était la fille de sa mère, on va devenir mère. Si par rapport à la famille, comment ça va s'organiser, c'est plein de questionnements. Il ne faut vraiment pas avoir peur d'aller rencontrer ou de discuter autour de soi, mais d'aller rencontrer aussi. Et cet accompagnement, vous, mesdames, en tant que professionnelles, alors de la santé mentale, mais également de la santé de manière plus générale, quel est votre rôle et comment vous accompagnez du coup, les jeunes parents avant même que l'enfant n'arrive même dans votre exercice professionnel? Oui. On essaie en préparation à la naissance. On conseille maintenant de rencontrer un sage-femme très tôt dans la grossesse, d'échanger par rapport à ça. Et après, c'est en préparation à la naissance pour préparer déjà l'événement de naissance, au jour J. Mais moi, je disais toujours, j'ai des étudiantes en général, je disais toujours, l'accouchement, c'est un moment dans votre vie, mais c'est un jour J, et c'est le début de quelque chose. C'est pas un but en soi, l'accouchement. On accouche, mais c'est le début d'une vie qui change complètement. Alors, bien sûr, les détails sur l'accouchement, comment ça se passe, etc. Mais
moi, je préparais beaucoup et après. Hein, c'est la redistribution des rôles, Effectivement, le fait de devenir parent, c'est un réel processus de changement. Et il y a plusieurs étapes, par exemple la grossesse, et puis après en postpartum. Euh, dans mon travail, l'accompagnement, il se fait réellement quand il y a des problématiques qui sont rencontrées, hein. Les acteurs de première ligne, comme les sages-femmes, vont être les interlocuteurs privilégiés des futurs parents. Et en fait, au cours de la grossesse et aussi dans les premiers temps du postpartum, ce qui va se passer sur le plan psychologique, c'est qu'il y a vraiment une réorganisation de la bibliothèque interne mentale des personnes, avec vraiment ce temps introspectif. On se pose des questions sur soi, son passé, l'enfance qu'on a eue, les liens qu'on a eus et qu'on a encore avec ses propres parents, notre place aussi dans la société en tant que futurs parents. Et tout ça, ça peut amener à des questionnements, voire des inquiétudes. Et le rôle du psychologue, c'est de pouvoir accueillir ces questionnements. Et si jamais questionnement découle sur des inquiétudes, de pouvoir aussi apporter un soutien, en fait, pour décortiquer les difficultés qui pourraient être impliquées et permettre aux parents aussi peut-être de se soulager par rapport à ces questionnements. Et puis, il y a aussi cet aspect au niveau introspectif de toutes les représentations que les parents vont se faire de leur future parentalité, mais aussi de ce que sera leur enfant, et de l'accompagnement par rapport à ces questionnements-là. Et en tant que jeune parent, est-ce que ce que dit Madame Raymond et Madame Radinari, ça évoque quelque chose? Oui, effectivement, moi j'avais apprécié le fait d'avoir les cours de préparation à l'accouchement avec le père qui était inclus dans les dernières séances et que ça comprenne pas justement, je trouvais ça très intéressant ce que tu disais, seulement après l'accouchement, parce que c'est souvent ce dont on parle, c'est la crainte, c'est effectivement on voit quelque part comme une ligne d'arrivée, alors que quelque part c'est un peu le départ. Enfin, c'est à la fois l'arrivée et le départ, c'est assez paradoxal. Et d'être accompagné là-dedans, sur aussi les premiers soins qu'on va donner au bébé, comment ça peut se passer quand ça se passe bien, quand ça se passe moins bien, mais que ça peut bien finir quand même. Je trouvais ça assez intéressant. Et le fait, même après la naissance, qu'on ait beaucoup de visites médicales, je trouve que c'est important pour nous. Enfin, c'est un cadre un peu sécurisant, mais également pour les professionnels de pouvoir garder justement un regard bienveillant sur l'état psychologique des parents et pouvoir déceler justement s'il y a des choses qui se passe pas à la maison. Ok, je voulais juste préciser aussi que c'est important qu'il y ait des échanges au cours de ces séances de préparation à la naissance entre plusieurs mamans enfin, futures mamans et qu'il y ait des mamans qui aient déjà l'expérience pour pouvoir justement il y en a qui ont l'expérience un peu compliquée, donc c'est de contenir un peu quand même. Mais c'est important. Et ce qui est super bien aussi, je trouve, c'est qu'il y ait des séances spécifiques qu'aux parents pour qu'ils puissent échanger aussi entre eux et que ça ne soit pas que autour du ventre de la future maman, que ça soit aussi entre eux, leurs angoisses, leurs attentes. Et c'est bien quand il y a un coparent qui a aussi l'expérience pour apporter, alors l'expérience des uns n'est pas l'expérience des autres, mais bon, qui va démystifier un peu certaines choses. Oui, très bien, c'est hyper intéressant. On parle de changement à la fois dans les représentations, mais aussi un petit peu au niveau physiologique, neuropsychologique. Et surtout, il y a la notion du père, là, qui commence, du coparent, qui commence à être évoquée ici. On parle souvent de changement chez la mère, mais quel changement est-ce qu'on peut aussi observer chez le deuxième parent ou chez le père Est-ce que vous avez dans votre exercice ou dans votre vie quotidienne pu observer voilà, ces manifestations à la fois également chez le père qui ont été un peu souvent dans cette équation de la natalité? Pour ma part, c'est moins une expérience dans la mesure où les hommes consultent peu en santé mentale et encore plus en santé mentale périnatale. Mais ce qu'on sait aujourd'hui dans la littérature scientifique, c'est qu'effectivement, les pères sont des parents au même titre que les mères et ils vivent aussi un énorme chamboulement au cours de la grossesse et du postpartum. Et sur le plan physiologique, il y a aussi des modifications hormonales qui leur sont propres. Les mécanismes sont moins clairs puisque voilà, chez la femme, c'est très évident que c'est lié à l'état de grossesse. Chez les hommes, c'est un peu plus... Les tantous sont plus...
Et sur le plan neurologique aussi, il y a des modifications qui sont observées. Au cours de la grossesse et du postpartum, on observe que le cerveau des femmes va être plus plastique, occupé des sécrétions hormonales qui sont différentes. Et ça, en fait, c'est favorable à l'émergence des premières interactions avec l'enfant, comportement d'empathie, comportement d'attachement, de protection, de prendre soin de l'enfant. Et on observe aussi ces modifications au niveau des réseaux neuronaux chez les hommes. Lorsqu'ils sont en interaction avec leurs enfants, il y a des zones spécifiques qui vont s'activer et qui montrent qu'ils sont aussi sensibles et réceptifs, en fait, dans l'interaction avec l'enfant, qui peuvent aussi être eux-mêmes perturbés, avoir besoin de soutien dans cette étape de la vie qui n'est pas anodine et qui est un grand moment de changement. Je reviens un petit peu sur le recablage du cerveau chez les femmes, parce que moi, je suis surtout une femme enceinte. Et c'est quand même merveilleux cette modification du cerveau qui a lieu chez la femme pendant la grossesse. Vraiment un recablage qui permet, dès la naissance, d'être extrêmement sensible, par exemple, aux pleurs des nouveau-nés, de les reconnaître, et au bout de quelques jours, quelques semaines, vraiment reconnaître les pleurs de son nouveau-né, et être capable, alors qu'avant c'était quasi impossible de tenir pendant 3 heures la nuit en chantant une chanson douce, en versant un enfant. C'est des choses qui sont inimaginables quand on n'a pas d'enfant. Pour moi, j'arriverai jamais. Eh bien, si, on y arrive. Et j'avais même vu une émission sur M6 où une femme avait réussi à décoincer la poussette. Alors, le bébé n'avait rien. Il y avait une voiture qui est arrivée contre la poussette. Elle a réussi à quasi soulever l'avant de la voiture pour pouvoir dégager la poussette. Enfin, c'est des choses qui sont inimaginables quand bah, si je vous dis là, vous allez soulever une voiture. Non, bah si, pour sauver son bébé, si on peut soulever une voiture. Il y avait ça, c'est exceptionnel, c'est merveilleux. Effectivement, je trouve ça fascinant. J'avais lu quelque chose sur, justement, on parle de plasticité au niveau cérébral, mais également sur même les parents adoptifs, en fait, qui recablent au niveau du cerveau. Mais même dans l'expérience personnelle, le fait de se dire l'un à l'autre, de dire aux coparents, cette nuit c'est moi qui me lève, ou cette nuit c'est toi qui te lèves, ça fait que le parent qui a dit qu'il allait se lever, il se lève plus facilement en fait pendant la nuit que l'autre qui a dit non, moi je dors. Donc, je trouve ça assez fascinant. C'est intéressant, on a des changements finalement au niveau neuropsychologique, biologique, physiologique, au niveau du cerveau, du recablage avec le fait de devenir parent. Est-ce qu'il y a une évolution aussi un petit peu sur le plan social? Là, on rentre un petit peu dans l'idée en plus de mouvement avec cette thématique, le mouvement de parentalité, peut-être mouvement sociétal. On a vu ces derniers temps une évolution dans les rôles des parentalités avec des nouveaux couples également. Est-ce que vous avez pu avoir des expériences avec cette évolution des rôles parentaux ces dernières années? C'est vrai que la place des pères est un peu différente aujourd'hui de celle qu'elle pouvait être auparavant. Ils prennent plus part à la parentalité. Et je pense que Madame Janin pour en témoigner sont aussi peut-être présents dans l'accompagnement suivi de grossesse. Et ça, c'est important à la fois pour les considérer en tant que parents et de pouvoir avoir aussi un œil sur eux si jamais ils rencontrent des difficultés dans le devenir parent. Et c'est aussi un accès finalement aussi, ça permet la rencontre avec l'enfant avant même qu'il naisse, puisque pouvoir participer aux échographies, c'est une façon aussi de rencontrer son enfant avant même qu'il naisse et aussi d'être en lien avec la femme qui est enceinte, vraiment partager ce moment-là. C'est vrai que je revenais sur la préparation à l'accouchement, mais c'est vrai que les papas étaient extrêmement demandeurs sur qu'est-ce que je peux faire pour aider. Alors, j'avais tendance à les redonner un autre. On leur dit, bah, toi, tu pourras, avec la bienveillance, réfléchir de temps en temps. Et du coup, certains étaient tellement, c'est mon expérience de l'accouchement, étaient tellement impliqués dans le rôle que les femmes, pendant les contractions, elles étaient complètement aspergées. Là.
à pas pouvoir respirer. Donc, j'essaie de leur dire, oui, la bande d'avion, c'est bien, mais tranquille. Aider la femme à pousser, c'est pareil. Donc, on explique un petit peu, hein, pour une préparation à l'accouchement, on met la dame en position, on explique au papa comment faire. Donc, le papa, des fois, il est tellement motivé, et il encourage tellement, puis il a tendance à remonter la dame complètement comme ça, c'est pas possible de pousser quand on a peut-être complètement comme ça. Donc, voilà, j'essayais de leur expliquer comment être là sans être non plus trop vous avez compris. C'était super ces séances-là où on sentait vraiment que voilà, il se sentait important, parce qu'il a un rôle très important, pas qu'avec la bombe des viands et pas qu'en prenant la tête comme ça, mais aussi le fait d'être là, le fait de rassurer, le fait d'être là tout simplement, ouais. Et pas de lire son journal pour du travail. Et d'ailleurs, le soutien reçu par les femmes enceintes, par leur conjointe, c'est extrêmement important aussi. C'est un facteur protecteur de tous les troubles psychopathiques qui pourraient émerger. Et donc, c'est extrêmement important que les coparents puissent être présents aussi dans toutes ces étapes-là. Et au niveau de l'évolution dont on parlait dans la société, un petit peu plus tard, on va dire quand on est confronté à la crèche ou à l'entourage, les amis, c'est vrai qu'on sent effectivement qu'il y a un peu plus de place, un peu plus de souplesse, on va dire, au niveau de la répartition des rôles. Que ce soit le père ou le coparent, on a vu, nous, notamment à la crèche, ça nous avait fait sourire un mail très bienveillant, mais très maladroit, qui proposait de faire une fête de la personne que l'enfant aime, plutôt que de faire une fête des pères, une fête des mères, enfin, des choses comme ça, qui montrent qu'il y a quand même une réflexion qui est faite dans la société. Voilà, donc des choses vraiment positives, à mon sens, pour justement laisser aussi plus de place et voilà, plus un éventail plus large dans les cellules familiales qui évoluent. Mais pour autant, même si on a des pères plus présents, c'est une évolution qui est dans la société encore, je trouve, à 2 vitesses. Et parfois, les papas qui veulent être investis ou les coparents qui veulent être investis se retrouvent un petit peu face à des réflexions du type ah, bah, on va demander à la maman. Bah, pourquoi vous voulez demander à la maman? Je suis là. Ou dire bah, c'est toi qui as acheté le manteau de ta fille, enfin, quelque chose, c'est exceptionnel. Elle a besoin d'un manteau, je vais laisser aller dans un magasin pour aller trouver un manteau. Pourquoi toujours passer par la mère? Voilà, ou encore les réflexions de l'entourage qui vont vous dire ah bah c'est bien, le papa il t'aide, le coparent il t'aide, dire bah, oh, oui, je suis contente, je suis contente qu'il prenne son rôle de père à cœur, c'est pas la question. Mais voilà, ça montre que ça bouge, mais il y a des choses qui peuvent rester difficiles, même pour justement ces papas ou ces coparents qui veulent être investis et pas toujours être mis à sa place de voilà, toi tu passes quelque part en deuxième, comme ça, qui peuvent ressentir. Des progrès sur la place du père qui parfois a un peu sa difficulté à trouver sa place. Et là, on sent quand même qu'il y a des choses qui bougent dans l'intégration, dans l'inclusion, dans les premiers soins, les premiers cours, et puis même le niveau sociétal. Le congé paternité, c'est vrai que j'ai oublié. Le niveau paternité. Qui a été allongé à 1 mois et qui est vraiment aussi une opportunité, justement, de parler des nombreux rendez-vous les premières semaines de vie de l'enfant. Et c'est vrai que donner l'opportunité aussi au père d'y assister, ça permet pour lui de rencontrer les professionnels, mais également de savoir de quoi il parle. Et le jour où c'est lui qui garde l'enfant, il me dit qu'il sera peut-être un peu moins paniqué s'il doit emmener l'enfant chez le médecin que si vraiment c'est quelque chose de totalement nouveau pour lui. J'avoue, tout à fait. Et en termes d'évolution sociétale, je me permets de faire une petite ellipse aussi pour faire écho à une autre table ronde qui aura lieu aujourd'hui avec la communauté LGBT. Est-ce que, du coup, dans cette idée de nouveau couple, nouvelle cellule familiale, alors vous avez eu l'occasion, mesdames, de rencontrer des nouveaux parents et dans ce cas-là, enfin, des nouveaux couples homosexuels ou autres? Et l'accompagnement dans ce cas-là, dans la parentalité, comment celle-ci Moi, j'ai accompagné alors des couples de femmes, donc j'ai accompagné plusieurs couples de femmes. Alors déjà moi personnellement, ça m'a posé aucun souci. Je me sentais
quelque part très à l'aise, parce que je pense que c'est pas évident pour tout le monde, dans la mesure où c'est peut être déstabilisant, mais enfin, j'ai pas grand-chose à dire, tellement c'était... Et j'ai même... je ne faisais pas d'accouchement à domicile quand j'étais en libéral, mais j'avais des dames qui accouchaient à domicile et qui me demandaient de venir m'occuper d'elles après la naissance, parce que la sage-femme venait faire l'accouchement à domicile, elle était très loin, bref. Et donc, je me souviens être allée voir deux femmes qui venaient d'avoir leur bébé, et dans l'après-midi, et la coparente avait 50 ans à peu près, et avait des grands-enfants. Et je me souviens être repartie. Donc, j'étais allée la voir en finissant ma journée vers 20h, 21h. Et en repartant, je me suis dit, bon, je suis tranquille, ça va bien se passer. Voilà, il y a l'expérience la coparente qui est déjà maman, même d'enfants grands, mais bon, voilà. Et je me souviens avoir eu un sentiment de, bon, je les laisse, mais ça va aller. Voilà, c'était rassurant pour moi. Une expérience d'accompagnement d'un couple homoparental, donc c'est aussi que deux femmes. J'accompagne qu'une des deux mamans, puisque voilà, ça va pas bien. En soins en psychiatrie périnatale, les couples homoparentaux ont tout à fait la possibilité en fait, de solliciter le service. Il n'y a aucune distinction, en tout cas dans celle dans laquelle je travaille, qui est faite avec un couple hétérosexuel ou monoparental. Enfin, chaque personne qui en ressent le besoin a la possibilité en fait, de demander de l'aide. On parlait d'évolution sociétale, du coup, avec notamment les faits des pas du parent, pas de la mère, du père, ou de la personne qu'on aime, comme ça, d'inclusion. Et au niveau scolaire, il y a des choses à laquelle tu peux assister en tant que parent, enfin, des événements comme ceci qui mettent à l'honneur, on va dire, la mixité au niveau des cellules familiales. Là, comme elle est encore en crèche, pas spécialement. Elle est en France aussi, que voilà, c'était une première pour eux l'année dernière de proposer ça, notamment au niveau du cadeau. Et c'est tombé en même temps que la varicelle, donc finalement, en tout cas, on ne sait pas où c'est passé, mais je pense que cette année, ils vont renouveler ce côté-là. Mais je pense que là, c'est pour un événement, mais l'idée derrière ce message était de montrer, je pense, un message plus global. Pour que les familles, quelles qu'elles soient, puissent se sentir les bienvenus. Alors, je suis pas mère, mais je suis grand-mère. Et ma chienne, je suis mère et grand-mère. Et à l'école de mon petit-fils, là, il y a eu effectivement cette année, au moment de la fête des mères, la maîtresse avait dit que c'était le cadeau pour la personne qu'on aime. Et d'ailleurs, mon petit-fils voulait offrir un cadeau à son copain de sa classe, parce que du coup, c'est ce qu'il avait dit, moi je vais lui offrir à Imran, parce que Imran, je l'adore. Et si jamais on étend, là, on étend un petit peu à d'autres cellules familiales, on va dire, mixtes, hein, différentes de ce à quoi on a l'habitude on va dire, dans l'imaginaire collectif du papa, maman, etc. Si on étend la situation aux foyers monoparentaux, aux familles recomposées, ou encore tout simplement la distinction entre couple conjugal, couple parental, quelles sont vos expériences, vous, en tant que professionnel de santé, mais également en tant que parent de la vie féministe, Commencer par expliquer un peu cette distinction entre couple parental et couple conjugal. Donc, le couple conjugal, c'est vraiment cette relation à deux qui est fondée sur le sentiment amoureux que les deux personnes partagent. Et le couple parental, coparental, c'est vraiment la relation qui est fondée cette fois-ci sur les fonctions de parents offrantes. Et donc, quand il y a une séparation parentale, le couple conjugal n'existe plus. Oui. Parfois, c'est plus compliqué que ça. Mais le couple parental, lui, doit continuer d'exister. Et dans la pratique que j'en ai, en tout cas, c'est parfois très complexe, en fait, parce que souvent, il y a des difficultés relationnelles entre les parents qui se séparent. Et ils ont du mal à garder cette alliance parentale pour pouvoir fournir à l'enfant une éducation, un soutien dont il aurait besoin. Et dans les situations que je rencontre au travail, hein, pareil,
c'est le CMP, donc c'est des situations où les personnes ne vont pas bien. Donc j'ai moins d'exemples de ça fonctionne bien. Mais souvent, le couple parental se déchire et l'enfant se retrouve un peu au milieu de ces situations-là. Il peut être pris à partie, entendre le dénigrement de son autre parent. Il peut aussi voir l'un de ses deux parents se désengager de ses fonctions parentales. Et dans ces cas-là, ça peut amener énormément de souffrance en fait, chez les enfants. Et ça peut être compliqué à gérer aussi. Parfois, l'un des parents peut aussi être opposé à l'accompagnement en sens. Et là, ça complexifie énormément les choses. Effectivement, nous, avec mon conjoint, on vient tous les deux de familles, on va dire, décomposées, ce qui n'est pas rare de toute façon dans nos générations. Donc c'était important pour moi avant de prendre la décision d'avoir, enfin, voilà, parce que j'ai eu cette chance de pouvoir décider hein, déjà de cette grossesse, de me dire, ok, je décide d'avoir un enfant avec lui, mais si jamais on est amené à se séparer, parce que dans nos exemples autour de nous, on voit qu'effectivement, la vie, ça se passe pas comme prévu, même au niveau du couple, même au niveau de son projet, de se dire, il sera capable, lui-même en cas de séparation, de s'en occuper, et on fera notre maximum, bon, pas parfaitement, c'est sûr, mais pour la préserver. Ça, c'était quelque chose qui était important pour moi, mais c'est quelque chose qui était important pour lui aussi. De par nos expériences, de justement se dire l'enfant ne devrait pas avoir à se retrouver justement impliqué dans ces conflits finalement. Ce que je vois malheureusement très souvent, là plutôt dans mon expérience professionnelle au niveau de l'association des victimes, où l'enfant, voilà, au moment de la séparation, comme tu disais, se retrouve vraiment déchiré entre les deux et ça peut être très difficile. En tout cas, oui, c'est une réflexion que nous, on a pu avoir. Ça ne veut pas dire qu'en cas de séparation, on arrivera à gérer. On essaiera au maximum. Alors moi, de par mon expérience, j'ai accompagné pendant la grossesse des femmes seules. Alors, ou par choix, hein, il y en a qui avaient décidé de faire un bébé toute seule, ou par ou accident de la vie, par accident de la vie, s'était retrouvée seule pendant la grossesse ou dès le début de la grossesse. C'est vrai que ça demandait beaucoup plus de disponibilité, hein, d'explication, de réassurance sur leur capacité à pouvoir s'occuper de leur bébé toute seule. Et surtout dans ces moments-là, on leur demandait d'avoir des personnes proches, ressources, parce que c'est quand même pas facile, hein, on va pas se mentir. Un bébé au début de sa vie, un enfant, c'est pas facile tout court, hein. Mais encore plus, enfin, c'est différent, mais ça demande énormément d'efforts, il y a des moments de découragement, hein, il y a des moments où quand bébé pleure non-stop parce qu'on n'arrive pas à le calmer, puis on est énervé, on arrive à le calmer, etc. Ah, voilà, il y a vraiment des moments difficiles avec l'arrivée d'un bébé. Et alors seul, c'est encore pire, et d'où l'importance d'avoir des personnes ressources dans leur entourage proche. Ça, c'est fondamental. Donc là, finalement, on parle de situations, on va dire, qui ont tendance un peu à se démocratiser. On ne peut plus parler d'atypicité dans les couples les cellules familiales monoparentales ou dans recomposé et décomposé. Mais on a cette notion finalement qui revient très régulièrement, qu'on a déjà un petit peu évoqué avec les changements physio et neuro, de soutien finalement. Le soutien est extrêmement important dans quelconque situation parentale, à la fois pour coparent 1 et coparent 2. Et là, imaginons une situation où on a le soutien et dans la cellule familiale, mais qu'en est-il finalement des trajectoires développementales, on va dire, de parentalité, lorsque l'enfant désiré n'est pas vraiment l'enfant que l'on a à la naissance, l'enfant réel versus l'enfant désiré. Je pense que dans vos exercices et dans votre expérience en tant que parent, il y a également eu des cas où soit on avait une trajectoire développementale qui était un peu particulière, comme les enfants qui souffrent par exemple de troubles du spectre de l'autisme, ou parfois de situations un peu plus funestes malheureusement avec la mort infantile.
votre situation? Quelle est votre expérience, mesdames, vis-à-vis de ces situations? Alors, en psychologie, c'est vrai qu'il y a un concept qui est ce concept d'enfant imaginé, imaginaire. C'est finalement tout ce qu'on va projeter de l'enfant à venir avant même qu'il soit là. Et cette représentation-là, elle peut être inscrite depuis très longtemps, avant même peut-être de s'engager dans la conception de l'enfant. Et donc, lorsque l'enfant est porteur d'un handicap ou d'une difficulté, et que du coup, le parent est confronté à cette réalité qui est en décalage en fait avec l'image qui s'était construite de l'enfant à venir, on peut être réellement dans un processus de deuil, faire le deuil de cet enfant qui a été imaginé et qui n'est pas l'enfant réel. Et puis aussi tout un travail d'accompagnement à l'acceptation du handicap de l'enfant. Dans le cas du trouble du spectre de l'autisme, c'est un petit peu particulier dans la mesure où c'est pas un handicap qui va être détectable avant la naissance. Et au départ, l'enfant peut paraître sans difficulté. C'est au cours des premières semaines, des premiers mois que les parents vont sentir qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme il devrait dans la relation avec l'enfant. Donc le trouble du spectre de l'autisme, c'est vraiment une altération de l'interaction, du lien social. Donc c'est des bébés qui vont être vite surchargés sensoriellement lorsqu'il y a des stimulations relationnelles, comme le regard, la voix humaine, le fait d'être touché. Et donc c'est des bébés qui vont être soit peu réceptifs à ces signaux, soit être extrêmement importunés lorsqu'ils vont les recevoir et qui peuvent être difficiles de prendre dans les bras, de calmer, donc ça peut être très compliqué d'entrer en relation. Donc c'est important aussi de pouvoir accompagner les parents parce qu'ils peuvent être extrêmement souffrés en fait, de ne pas pouvoir entrer Dans leur rôle de parent, avec l'idée que je dois prendre soin de mon enfant, et du coup la relation n'est pas ce que j'attendais, je ne sais pas comment m'y préparer. L'impression de ne pas savoir faire, alors qu'en fait c'est aussi une particularité du handicap qui font que c'est plus difficile d'entrer en relation et ça peut mettre à mal ce sentiment de compétence parentale. Et donc ça, c'est important de pouvoir aussi leur donner des explications sur le fonctionnement de leur enfant pour les rassurer et leur redonner aussi un petit peu de confiance en eux dans leur mission parentale. Alors, moi, il m'est arrivé, bien sûr, d'accompagner des mamans qui portaient un bébé qui présentait un handicap. Alors, où c'était déjà su avant la naissance et avec les rendez-vous médicaux, le couple se préparait à l'arrivée de cet enfant différent de l'enfant imaginaire. Et c'était un petit peu plus facile, quelque part. Mais c'est vrai que quand ça arrivait et que on ne savait rien avant la naissance, c'est là où c'est encore plus compliqué parce que tout arrive. Déjà, le bouleversement de la naissance, c'est énorme, c'est un tsunami. Ce bébé qui arrive, qui n'est pas du tout comme on l'avait imaginé. Et là voilà, j'étais en salle d'accouchement, donc ça demande vraiment une prise en charge, une écoute, un respect, parce que les réactions sont complètement différentes d'une personne à l'autre. Et voilà, vraiment s'adapter à la personne au moment où ça se passe. Enfin, il y a toute la prise en charge médicale, mais là, ça demandait vraiment une attitude particulière. Et dans mon activité libérale, je retrouvais les mamans après leur sortie de la maternité avec leur enfant. Et le handicap de l'enfant, donc c'est pareil, il demandait une disponibilité, une écoute, on se voyait, il y avait la colère, il y avait la tristesse, il y avait, voilà, être capable en tant que professionnel d'accueillir tous ces sentiments sans juger, parce que c'est pas possible de juger quelqu'un qui vient de subir ça, et voilà, donc ça demandait accompagnement, disponibilité. Ouais, c'est aussi des réflexions qu'on se pose à un moment lorsqu'on va attendre d'être parent. Oui, je pense oui, ça passe par l'esprit. Après, c'est vrai que si on pense trop, on se laisse facilement envahir, je pense. En parlant de santé mentale, finalement, je pense qu'on pourra clôturer l'échange sur cette question. Là, on a parlé des trajectoires développementales un peu particulières dans le cas de l'enfant, mais qu'en est-il finalement des changements et de la santé mentale même du parent? On parle souvent de baby blues, de modifications physiologiques, d'anxiété
Et ces angoisses qui finalement peuvent être un risque en tant que tel de la dépression postpartum, la fameuse. Quelles sont peut-être vos expériences par rapport à cette santé mentale du parent, que ce soit le père, la mère, la représentation? Je pense qu'il ne faut pas mélanger déjà baby blues et enfin, la vraie dépression du postpartum. Le baby blues, c'est vrai que ça atteint, selon les études, 20 à 80% des femmes, mais c'est extrêmement précis. Ça va de la crise de larmes unique à la dame qui va pleurer pendant plusieurs heures, voire 2 jours. On n'a pas d'explication. Hein. On parle du ventre, de l'utérus vide, on parle. Alors c'est vrai, on se dit, bah, dès que j'ai accouché, ça va aller mieux. Je vais pouvoir bouger. En fin de grossesse, des fois, c'est un peu lourd. Et je vais aller mieux. Alors, on vient d'accoucher, super, on a un ventre plat, ça, et on se retrouve. Et puis, quand on se met debout, ben, on a l'impression comme les abdos sont un peu distendus, qu'on a oublié le petit frère. Pas très bon pour le moral. On vient d'accoucher, on est fatigué, on a peut-être pleuré un peu, puis peut-être qu'on était maquillé, donc on a un peu le récit calculé. Enfin, quand on se regarde dans la glace juste après l'accouchement, ça peut être un peu démoralisant, ça peut participer au baby blues. Il y a la fatigue, il y a ce bébé là qu'on avait imaginé, qui est là, c'est un inconnu. Hein, voilà, on a beau dire, ce bébé-là, on ne le connaît pas, on le découvre, on se demande comment il sera, voilà, comment ça va se passer. Enfin, c'est plein de choses qui bouleversent dans le corps, dans la tête. Puis, quand je reviens au corps, c'est un tsunami. Un accouchement, c'est un tsunami. Donc, voilà, le fait de pleurer un peu après l'accouchement, c'est quelque chose qui est très fréquent, qui s'explique. Et je finis avec le papa, qui a beaucoup de mal à comprendre que la maman pleure. C'est super, tu viens d'accoucher, tout va bien, il est en pleine forme. Voilà, le papa, ben, lui, il est tout content, hein, il va fêter ça avec les copains. Et puis quand il arrive dans la chambre de sa femme, elle pleure. Même les pluches, des fois, elles font la gueule. Enfin, c'est l'horreur dans la chambre parce que tout est triste. Ben, je crois que c'est important de préciser aux coparents que une naissance, celle qui accouche, c'est énorme et que il faut beaucoup de tolérance, qu'il faut accompagner, il faut comprendre, pas juger, il faut comprendre. C'est à distinguer, bien sûr, de tous les troubles psychopathos qui peuvent entourer la grossesse et le postpartum. Donc, on va bien distinguer le baby blues de la dépression périnatale, parce que la dépression peut aussi survenir au cours de la grossesse, avec des expressions plus ou moins diverses par rapport à ce qu'on connaît d'un état dépressif caractérisé classique. La période de la grossesse sont quand même assez protégées des troubles psychopathos. En tout cas, on observe beaucoup plus de décompensation au cours du postpartum chez les hommes et les femmes, et de façon assez distincte. Chez les femmes, l'état dépressif, sa particularité, c'est qu'il va se caractériser par aussi beaucoup d'anxiété, de rumination anxieuse, d'inquiétude concernant l'enfant. Il peut y avoir des douleurs qui sont exprimées, des phobies d'impulsion, c'est-à-dire des peurs de passer à l'acte de façon violente envers l'enfant. Et ça va vraiment être au premier plan du tableau clinique, ce qui peut finalement amener à une banalisation de ces symptômes. Elle est inquiète pour son enfant, c'est normal, c'est le premier, etc. Et en fait, cette banalisation, elle amène à une difficulté diagnostique qui fait qu'on prend les femmes peut-être un peu plus tardivement en charge, puisqu'on a au départ peut-être banalisé les symptômes. Et chez les hommes, on va avoir une expression un peu différente. L'anxiété va plutôt passer par du acting out avec des comportements violents qui n'étaient peut-être pas là avant la grossesse et la naissance. On a une émergence des violences conjugales au cours des grossesses qui est assez fulgurante chez des personnes qui auraient aussi des antécédents de violences dans leur enfance, etc. Et ça peut être des comportements de fuite au sens large, je quitte le domicile, j'ai des relations extra-conjugales, ou alors je me plonge complètement dans le boulot et donc, du coup, je suis moins présent. C'est une façon aussi de gérer le stress qui peut être atypique et qui dénote considérablement avec les comportements en fait, habituels de la personne. Effectivement, je pense que c'est important d'en parler de toutes ces choses-là. Moi, personnellement, je n'avais pas autant de conscience de tout
ça, effectivement, je pense que je voyais l'accouchement un peu, la ligne d'arrivée. Voilà, déjà l'accouchement, bon, quand il se passe, qu'il est plus long que prévu, voilà, on est déjà en fait fatigué de la fin de grossesse. Et voilà, ce baby blues, c'est vrai que moi j'en ai vécu, hein, c'était assez spectaculaire. Et vraiment ce paradoxe entre je me retrouve à pleurer sans comprendre pendant plus d'une journée alors que c'est un événement heureux, alors que je me sens pas triste, je me sens effectivement angoissée, je me sens fatiguée. Et vraiment, oui, ce paradoxe de dire, mais oui, je suis super heureuse, je suis super contente qu'elle soit là. Et à côté, de dire à mon conjoint qui voulait appeler en visio sa famille, meuf, il veut pas, j'ai des larmes qui coulent, voilà, j'arrive pas à les arrêter, en fait. Voilà, c'était assez délicat parce que je me suis pas reconnue. Il y avait aussi cette prise de conscience, une fois qu'on accouche, de se dire, bon, on donne la vie, mais on donne la mort. Ah, c'est horrible, finalement. Et de se dire, bah, si finalement, voilà, j'ai donné naissance à quelqu'un, quelque part, moi, j'avais cette image en tête un peu d'arbre généalogique, de dire, bah, je suis plus la dernière personne, la dernière vie, donc qu'est-ce qui va arriver à ceux qui sont au-dessus? Ça veut dire qu'un jour, ils vont partir. Voilà, moi aussi, je vais partir, mon bébé va partir. Enfin, voilà. On en arrive vite avec le scénario catastrophe pour vous dépeindre un peu l'état dans lequel j'étais, mais qui a fini par se résoudre, bien heureusement. Voilà, on a tous connu aussi à l'adolescence des moments où les hormones faisaient un peu n'importe quoi. Là, on va dire c'est beaucoup plus spectaculaire parce que beaucoup plus fort, et qu'on est épuisé. Moi, toutes les nuits à la maternité, j'ai pas réussi du tout à dormir. J'étais justement dans cette angoisse à vérifier si elle respirait, à appréhender le changement de couche. Est-ce que je vais lui faire mal? Voilà, moi, c'était la première couche que j'ai changée. Finalement, la maternité, c'était la couche de ma fille. Et aujourd'hui, quand j'ai des amis qui n'ont pas d'enfants, je leur propose un petit peu de, bah là, je vais aller faire la couche. Est-ce que ça t'intéresse de voir, en fait, finalement, parce que je me dis que peut-être, à ce moment-là, ils auront la même réflexion que moi, de se dire, j'ai déjà lu un petit peu, ou enfin, finalement, c'est pas si impressionnant. Euh, mais voilà, en tout cas, ce qui m'a beaucoup aidé dans ce gros baby blues, c'est vraiment la disponibilité, la présence bienveillante des professionnels qui se sont vraiment relayés auprès de nous, parce que pour le père, c'est aussi très, très impressionnant. Pour les proches, hein, avec vraiment cette incompréhension, de dire il se passe quelque chose de tellement heureux, pourquoi tu pleures? Et je voudrais rebondir aussi sur le séjour à la maternité où quand on vient d'accoucher, on a de prévenir la terre entière. Le problème, c'est que le lendemain, la terre entière débarque. C'est sûr, les visites, c'est extrêmement. Ça peut être très toxique à la maternité. Déjà, on vous demande à chaque fois, c'est bien passé? Comment ça s'est passé? Vous intéressez guère les visites en général. Alors le père, alors lui, c'est carrément pas. Les coparents, lui, c'est carrément quantité négligeable, hein, pour les visites. L'intérêt, c'est le bébé. Et j'ai déjà vu, moi, des scènes dans les maternités où il y avait 15 personnes dans la chambre, le père dehors dans le couloir parce que il laissait la place, hein, place pour lui, alors que c'est un moment où il faut vraiment se retrouver pour retrouver son équilibre. C'est dans ces premières heures, là, dans les premiers jours, où justement prévention des fuites du papa, etc. C'est maintenant, c'est dès la naissance qu'on retrouve c'est pas qu'on retrouve, c'est où on crée cet équilibre. Et c'est pas en voyant la tante Bernadette qu'on verra pas avant le mariage de l'enfant, peut-être, que voilà, ça n'a aucun intérêt qu'elle vienne là tout de suite. Hein, elle peut venir dans un mois. Bien, bah, merci beaucoup, mesdames. On va clore l'échange entre les intervenantes. En tout cas, ce qu'on peut retenir finalement de ces échanges, c'est que la santé mentale dans la relation parent-enfant, c'est avant, pendant et après la grossesse. Que ça tient finalement autant aux parents 1 qu'aux parents 2, père, mère, deux mères, deux pères. Qu'il y a toujours cette notion de soutien qui est très importante et que la santé mentale concerne autant la relation parent-enfant de l'enfant que le parent en lui-même. On va passer aux échanges avec le public. Y a-t-il des personnes qui voudraient échanger, poser des questions, rebondir sur des éléments qui ont été amenés ou des questions un peu plus particulières à nos intervenantes? Oui. Bonjour à toutes. Merci beaucoup pour cette table ronde. C'était vraiment particulièrement intéressant. Je vais vous poser une question, alors naïve parce que je ne suis pas mère,
Et j'aurais voulu savoir, on a parlé parfois de l'enfant qu'on idéalise, qu'on imagine avant qu'il arrive, de la rencontre. Et fait est que certaines mères rapportent lorsque l'enfant vient au monde, finalement, comme si la rencontre ne se faisait pas, avec un très grand sentiment de culpabilité. Et donc, je voulais savoir, d'un point de vue déjà de la science, est-ce que c'est au niveau physio-neuro des changements qui n'ont pas eu lieu? Et puis, d'un autre côté, d'un aspect prise en charge, comment vous allez accompagner cette nouvelle triade avec le coparent dans cette rencontre, justement, de l'enfant? Ce qui est important de préciser, c'est que euh, les changements neuraux, mais aussi le lien qui va se construire avec l'enfant, c'est pas quelque chose qui se fait d'emblée à la naissance. C'est vraiment une construction. Christelle parlait tout à l'heure de cet enfant qui est étranger à la maison. Ben, c'est réellement étranger. Il faut apprendre à décoder les signaux de l'enfant, à entrer en relation avec. Et ça ne se fait pas en un instant. Ça met vraiment beaucoup de temps. Et c'est pas pour rien, hein, la première année de vie de l'enfant, c'est vraiment la construction du lien d'attachement, ça met plusieurs mois. Donc si cette construction du lien d'attachement met plusieurs mois, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il faut répéter des expériences qui se créent cette relation. Et de la même manière, au niveau anatomique, qu'il y ait des constructions de relations entre les neurones et qu'il y ait ce fameux réseau parental, on le nomme comme ça dans la littérature, qui se construisent, il faut des stimulations à répéter et donc des interactions répétées avec l'enfant. Donc c'est normal de ne pas se sentir tout de suite connecté à l'enfant. Il y a aussi beaucoup de choses qui l'impactent, la fatigue, l'épuisement lié à l'accouchement, les hormones. Un tel et une telle dans la chambre qui viennent aussi parasiter ce lien. Ben voilà, c'est pas d'emblée. Je me souviens d'une maman que j'avais préparée à l'accouchement, à la naissance, en sophro. Et j'avais eu la chance d'être là à son accouchement. J'étais ravie de l'accueillir et je l'ai accouchée et ça s'est passé merveilleusement. Et quand je lui ai posé son bébé sur le ventre, elle m'a dit: c'est mon bébé? Oui. C'est tout. Elle m'a dit que ça. Puis bon, voilà, on a fait des soins, etc. Tout s'est bien passé. Et je demandais toujours aux mamans que je préparais en sophro de me faire un petit récapitulatif de vécu. Et donc, elle m'avait fait une longue lettre. J'ai gardé, j'ai adoré. Qui disait que quand je lui ai posé le bébé sur le ventre, elle s'est réellement demandé si c'était son bébé. Et elle est remontée en chambre en se demandant toujours, elle était jeune, hein, elle doit avoir une vingtaine d'années. Elle est remontée en chambre en se demandant toujours si c'était son bébé qu'elle avait sur le ventre. Alors, mentalement, elle savait que c'était son bébé, mais bon, voilà, elle ne le sentait pas dans son corps. Et que la nuit, elle avait gardé son bébé pendant toute la nuit sur le ventre, malgré personnel du déploiement, que tomber, etc. Il ne faut pas écouter, hein, si on a envie de garder, on garde. Et elle avait adoré justement cette présence et elle m'a dit, le matin, je savais que c'était mon bébé et que j'étais sa maman. J'ai trouvé cette lettre merveilleuse parce que elle n'a pas eu peur de dire que à la naissance, non, elle n'a pas eu de coup de foudre. Hein, elle a eu, il a fallu toute la nuit pour sentir l'odeur, pour sentir sa chaleur, sa respiration. Et là, le matin, elle était sa maman. J'ai trouvé cette lettre merveilleuse. On a peut-être le temps pour une autre question? Oui, une autre question? Oui. On parlait tout à l'heure de l'enfant projeté par rapport à l'enfant qui arrive. Et est-ce qu'il n'y a pas un autre terme que deuil, parce qu'il est quand même fortement connoté, si l'enfant a été perdu, et même si à cet âge-là, il ne peut pas se rendre compte, c'est quand même dur, même pour un parent d'en parler, l'enfant est quand même là. C'est un terme plus symbolique, mais c'est vraiment l'idée d'une perte symbolique, puisque cet enfant imaginé n'a pas existé. Et effectivement, oui, ça, le terme est très connoté, mais il n'y a pas d'autre terme à vous proposer, malheureusement. Mais en tout cas, il peut y avoir ce besoin, oui, de venir parler de. Comment dire, ce choc, cette difficulté, en tout cas, à vivre ce parallèle, cette différence entre ce qu'on avait imaginé et ce qui réellement, comme finalement face à
mais j'ai pas d'autre terme que deuil. Ouais, je suis d'accord avec vous. Faut peut-être moins connoté, effectivement. Ça pourrait être peut-être une prochaine réflexion sur l'évolution sociale, peut-être repenser Ouais, le ouais, vocabulaire autour du deuil de l'enfant idéal. Bon, pas d'autres questions. Je pense qu'on va clôturer ici du coup cette table ronde sur la parentalité. Encore merci d'être venu, que ce soit en distance ou en présentiel. Merci à nos intervenantes, à nouveau Madame Claudia Desmarly,